don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Mathieu Bélanger, bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Content d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super cool. Pour mettre un petit peu en contexte, on s'est connecté sur LinkedIn, tout simplement. On était déjà amis. Puis je trouvais ton profil intéressant, Parcours 3 Technologie. Puis évidemment, la grosse partie du podcast, c'est parler du parcours de l'entrepreneur, ses expériences professionnelles, inspirer les jeunes professionnels entre 25 et 35 ans, savoir, OK, ça, c'est une possibilité de carrière pour moi. Fait qu'on est là aujourd'hui pour discuter avec toi. Génial. Merci de l'invitation. Merci pour ton temps. Très apprécié, pour vrai. Fait avant de rentrer justement dans le gros de Parcours 3, parle-moi un petit peu de ton expérience professionnelle, ton parcours académique, ça ressemble à quoi jusqu'à aujourd'hui finalement là. Un petit bref résumé là. J'ai étudié en informatique au Cégep du Vieux-Montréal. OK. J'ai gradué assez... ça a été ardu un peu, là, mais en informatique, j'étais assez doué, mais en général, j'ai de la difficulté à l'école, là, donc ça a pris du temps. T'étais pas studieux, dans le sens... c'est studieux. Non, j'étais pas studieux. OK, bon. J'étais un petit peu... Je comprends. Délinquant et pas très... OK. Mais j'étais talentueux en informatique, en mathématiques, tout ça, donc ça m'aidait. Mais dans les autres matières, j'ai eu de la difficulté, mais avec beaucoup de persévérance, j'ai réussi à avoir mon deck en informatique. Yeah. Un peu de difficulté à trouver de l'emploi dans ce temps-là. Là. C'était la chute du dot-com. Ça s'en venait. Là. C'était en 80... OK. La chute du dot-com début 2000. Mais c'est 99 à peu près. Là, j'ai fini le cégep. Ouais. J'ai un enfant super jeune. Puis j'ai dû aller travailler, en fait, arrêter les plans d'aller à l'université. J'ai commencé en bas de l'échelle là, dans un fournisseur d'accès Internet au support technique pendant 3 mois. J'ai monté superviseur. J'ai fait ça 5 mois. Après ça, j'ai enfin trouvé une job en programmation. Okay. Puis j'ai été recruté rapidement comme directeur technologique dans un start-up web qui s'appelait NetLogic. Puis j'étais comme le directeur technologique programmeur. Là. J'ai embauché un autre gars avec qui je travaillais dans l'autre boîte. Puis on a trois personnes de NetLogic. On est parti pour partir. À l'époque, Parcours 3, au début, ça s'appelait K3 Media. Okay. Donc on a parti K3, 3 personnes en 2002. Puis, depuis 2002, évidemment, il y a eu des changements. Depuis 2002, ça roule. Depuis 2002, les deux autres personnes ont quitté. Là, mais, OK. J'ai eu plusieurs partenaires par la suite, mais j'ai quand même fait... on a fait 1 an seulement avec un des associés, Lou François, pour le nommer, qui était directeur artistique. Okay. Puis lui, il n'a pas fait long feu, disons. Puis, puis Alain Lépine, j'ai fait 6 ans et demi quand même avec lui. Là. On a monté la boîte à près d'1 million de revenus. Puis après ça, il a décidé de faire autre chose. Question classique, Kit 3, puis Parcours 3, c'est quoi le brainstorm derrière le nom, en fait? Oh, ben ça, tu vois, j'aurais peut-être pas nécessairement, j'en aurais pas nécessairement parlé, mais NetLogic, ça finissait par un K. Puis quand on a quitté NetLogic, on voulait partir avec quelque chose de NetLogic. OK, nice. Puis au début, on voulait s'appeler Logic Media. Puis après ça, en tout cas, c'est les gars, c'est Lou François et Alain qui ont trouvé le nom. Moi, j'étais déjà en train de programmer sans doute ou faire autre chose. Mais, puis on dit, K3, ça va être, K3 Media, ça va être bon, tout ça. Puis on a décidé qu'on était 3 K. On était 3 personnes, puis on a appelé ça K3 Media. J'aime ça. Puis après ça, Media a pris le bar, puis on s'appelait juste K3. Je suis quand même curieux parce que c'est un gros move là, de transférer vers le salariat, vers l'entrepreneur, se lancer en affaires. Ouais. Comment tu as fait cette transition-là? Comment tu as vécu ça aussi? Bien, c'est sûr que plus que tu es jeune, plus que c'est facile, là, parce que dans un sens, tu cèdes pas grand-chose. Là, moi, j'avais quand même un emploi. Là, c'est sûr que c'est encore plus facile, selon moi, de partir. Il y en a qui ont l'opportunité de partir en business parce qu'ils perdent leur emploi ou peu importe. Une situation. Ils sont sans emploi, donc ils décident d'être consultants ou quoi que ce soit. Puis là, ça marche ou ça marche pas. C'est pas si grave. Mais bon, moi, j'ai quitté quand même un emploi. J'ai démissionné. On m'a offert plusieurs rondes d'augmentation de salaire, puis j'ai quand même quitté. Okay. Puis, mais bon, j'étais dans la chute du dot-com, puis la compagnie 2 mois après. Je savais que quelques mois après, elle allait mourir, puis c'est ce qui est arrivé. Là, donc, c'était pas tant héroïque que ça de ne pas accepter les augmentations de salaire. Mais, rappelle-moi la question. Mais honnêtement, juste la transition. Parce la transition, c'est ça, dans les faits...
Rapidement, on est parti à notre compte. Nous autres, NetLogic, j'ai été recruté en fait par un gars qui avait essayé de bider contre nous autres sur un site de commerce électronique que moi j'avais programmé. Puis à un moment donné, il m'avait contacté pour dire je pars un start-up à Montréal, puis c'est toi que je veux comme employé parce que je peux pas croire que tu as fait l'autre plateforme tout seul. Puis il s'est renseigné à savoir qui avait développé cette plateforme-là. Puis en fin de compte, c'est comme ça que je suis parti. Mais rapidement, pas qu'on a eu du succès nécessairement. NetLogic, ça a été difficile parce que c'est pas pour rien qu'on a quitté au bout d'1 an, mais les premiers mois, on se payait pas. On avait toujours des 2-3 payes qu'on se payait pas. Après ça, on réussissait à se payer. Des fois, il fallait vendre du matériel pour pouvoir se verser une paye. Mais j'ai appris beaucoup de choses dans cette start-up-là. Là. C'était vraiment, tu as appris les rudiments aussi parce que... Mais c'était risqué, mais tu as un peu de naïveté à cet âge-là. J'avais 24 ans, je pense. Ouais. J'avais pas grand-chose à perdre. J'étais encore chez ma mère. Là, ça peut sonner bizarre, mais j'avais un enfant en plus. J'ai payé une pension. Que j'avais quand même des responsabilités d'adulte, disons. Là, j'étais pas, je payais aussi un loyer quand même chez ma mère aussi à l'âge que j'avais. C'était bon. C'était pas... Attends, mais petite parenthèse, tu avais quand même une bonne capacité de prise de risque, là, surtout à 24 ans, avec voir toutes ces... j'avais 5-6 000 piastres d'économie. J'avais fait un peu de travail, un peu comme travailleur autonome pour un autre gars avec qui j'avais travaillé chez le fournisseur Internet, là, avec un collègue qui avait réussi à avoir des mandats de programmation web. Puis j'avais fait ça, puis j'avais gagné une coupe de 1000, là, mais en plus de ma job, mais chez Cam Internet, pour les nommer, ça n'existe plus, là, mais de mémoire, j'étais payé 9 piastres de l'heure. Puis à la fin, je pense que j'étais payé 12 piastres de l'heure. Donc, c'était pas un gros... Puis en plus, je payais une pension alimentaire. Donc, c'est une autre réalité, là. Je faisais pas de fortune. Puis on est parti d'entreprise, on se payait 500 piastres par semaine. Clair, là. Mais aujourd'hui, ça vaut peut-être 1000 piastres aujourd'hui. C'est la même chose, là, 24 ans plus tard, ça vaut peut-être 800 piastres par semaine, clair. C'est pas si... Oui, mais c'est pas non plus... C'est pas si pire que ça. Une aisance financière, on pourrait dire. Non, pas du tout. Non, mais tu ne vas pas normalement en affaires pour les premières années pour faire... Tu manges un peu à moins, ça dépend toujours. Si tu pars comme travailleur autonome, tu peux faire bien de l'argent rapidement. Mais si ta vision, ton ambition, c'est plus de créer une entreprise, puis là, je dis pas que les travailleurs autonomes n'ont pas d'entreprise, là, mais si tu veux créer une entreprise, embaucher des employés, tout ça, bâtir quelque chose qui va générer une valeur, qui va être plus grand que toi, ça va prendre du temps avant que tu fasses bien de l'argent. Oui, il faut que tu bâtisses du capital, mais tu sais, dans ma définition, une entreprise puis un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a techniquement des employés, là, qui bâtit vraiment une boîte là, avec des je veux pas fisquer personne, mais je suis sinon, tu es un travailleur autonome, mais t'es pas meilleur qu'un autre là, dans le sens où c'est une définition différente. Oui, exactement. Chacun ses affaires. Puis tu peux faire puis tu peux te réaliser, tu peux faire bien de l'argent en tant que travailleur autonome, puis c'est bien correct. Oui, 100%. Puis ils ont le droit aussi de se proclamer pas programmeur, mais entrepreneur, puis c'est correct. Là, aussi, 100%. Chacun sa définition. Je ne peux pas lancer de débat là-dessus aujourd'hui. C'est correct. Parlons un petit peu de ton entourage. Niveau entrepreneurial, niveau parental, niveau frère, sœur, si t'en as, amis. Est-ce que tu étais entouré, t'étais-tu coaché ou mentoré d'une certaine manière au niveau de l'entrepreneuriat ou tu as vraiment appris from scratch? Mentoré, non. Inspiré, oui. J'ai eu un de mes grands-pères. Un de mes grands-pères, je ne l'ai pas connu du tout. Il était mort quand je suis né. Là, mais mon autre grand-père, du côté de ma mère, il avait eu des business. Puis mon oncle, qui était son fils, là, du côté de ma mère aussi, son frère, en fait, André, il avait aussi des entreprises. Puis c'est des adultes qui m'inspiraient beaucoup. Puis... J'imagine que ça vient un peu de là, l'idée que moi, dès le jeune âge, je voulais avoir une entreprise. Là. OK, ça a toujours été dans... Mon idole, au début, c'était des joueurs de hockey, puis après ça, c'est devenu Pierre Péladeau, là, puis des entrepreneurs. Puis ça, moi, je voulais... Tu te basais un peu... Je voulais devenir inventeur, puis je voulais avoir ma propre business. Là. Okay. J'avais 8 ans, puis c'était déjà ça que je voulais faire. Là. OK, c'est d'avoir une clarté quand même d'esprit à cet âge-là, c'est à un moment donné, je me suis égaré dans tout ça, là, mais c'est ce que je l'ai oublié à un moment donné, mais ça m'est revenu vite. Là. Dès que j'ai eu l'opportunité de partir à quelque chose, je suis sauté dessus. C'est pour ça que j'ai quitté mon emploi, puis je suis parti dès que je me suis fait recruter pour avoir la chance de partir puis d'avoir une business. Là. Parlons un petit peu de ta vision, justement initiale. C'était quoi ta vision d'affaires? Puis rendu en 2025,
comment l'a changé? Ben, tu sais, au tout début, nous autres, puis c'est encore ça, là, c'est à un moment donné, encore là, on s'est perdu, puis on est revenu sur la même raison pour laquelle l'entreprise a été créée au départ, la raison d'être, là, qui est de rendre les clients autonomes pour la gestion de leur contenu. Puis là, ça va au-delà de ça. Là. Maintenant, on les rend autonomes pour la mise en place de leur marketing, puis des campagnes, puis toutes sortes d'affaires. Le monde veut de plus en plus d'autonomie. Mais même en 2002, ce que les gens voulaient... à cette époque-là, les gens étaient pris avec des logiciels propriétaires pour gérer leur site, puis ils payaient des fortunes pour développer un site web, puis le site leur appartenait même pas. Le code derrière, c'était un code propriétaire, puis ils ne pouvaient pas partir avec. Là, les WordPress et tout ça, ça n'existait pas. Il y avait quelques logiciels open source. Il y en a un qui s'appelait PHP Neo, je pense, quelque chose en que tu pouvais monter des sites, puis ça t'appartenait, mais le visuel était vraiment... Très early, là. C'était très boboche, disons, là, puis... on a vraiment, on est rentré dans le marché en ayant notre propre logiciel open source de gestion, un genre de WordPress, mais qu'on faisait nous-mêmes. Puis on vendait pas le code, puis on le donnait. Si jamais les clients voulaient s'en aller avec, on le donnait. Il y a même des clients qui sont partis avec le code, puis ont engagé leur propre programmeur. Puis on empoisonnait pas. Je la misère sur le mot, mais on ligotait pas les gens dans leur technologie, dans notre technologie, puis qu'il n'y a pas personne d'autre qui maîtrise. C'était quand même notre techno, mais on la vendait pas, on n'avait pas de licence. C'est sûr, c'était, dans un certain point, il y a certaines personnes qui pourraient dire que c'était pas très business, là, parce qu'on aurait peut-être pu vendre des licences, mais là où on faisait de l'argent, c'était les revenus d'hébergement. C'était quand même 100$ par mois pour héberger ton site avec notre techno. 100%. Puis si tu voulais partir avec puis l'héberger toi-même, tu pouvais le faire, mais il n'y avait plus d'update. On n'allait pas mettre à jour. S'il y avait des bugs, c'était à toi de les régler aussi. Puis il y en avait des bugs. Là, à régler, là. On en a tous. Puis c'est sûr qu'à travers le temps, la technologie a évolué. On va en parler un petit peu plus dans le podcast plus tard. Parlons un petit peu dans le passé, le dot-com bubble. Fait que le crash que moi, je suis trop jeune, j'ai pas vécu. Mais... pour l'expliquer dans d'autres termes, qu'est-ce qui est arrivé au niveau entreprise? Qu'est-ce qui est arrivé au niveau du début qu'il y a eu vraiment une grosse hausse, j'imagine, de gens qui voulaient partir leur site web? Puis après, il y a eu c'était quoi un peu la mentalité? Là? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2000, peut-être tu commençais même en 98-99, là, ça a monté jusqu'à 2001 avant que ça éclate. C'est qu'il y a eu les entreprises techno, web, tout ça, se sont lancées à bourse. Puis le monde, il voyait bien là, que ce serait la prochaine affaire, puis que ça allait marcher au max. Il y avait raison. Mais là, ça a pris quand même une dizaine d'années avant qu'on arrive à rentabiliser certains modèles d'affaires que des entreprises. Déjà en 2003-2004, il y avait des entreprises, je pense que ça s'appelait iCrave TV. Ils broadcastaient la télé en ligne. Mais la bande passante n'était pas là, la vitesse n'était pas là. Puis ça a des coûts exorbitants. Là. Puis beaucoup d'entreprises de ce genre-là, ils n'ont pas réussi à survivre parce que le membership n'était pas là, la publicité n'était pas là non plus. C'était pas soutenable, en fait, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que le monde se sont mis à investir énormément là-dedans. Puis tout le monde, là, la fameuse... le monde disait, même ton coiffeur, il te parlait de ça, puis le monde investissait, tout ça. C'est ça qui a fait que ça a éclaté parce que c'était un modèle qui n'était pas soutenable à ce moment-là, mais c'était des bonnes idées. Là. La preuve, c'est que 10 ans après, il y en avait des plateformes qui broadcastaient à la télé puis qui ont commencé à faire de l'argent. L'idée était là, mais la technologie... Fait que beaucoup de joueurs se lançaient là-dedans, mais est-ce que la valeur au niveau de la bourse était là? C'est aussi la pénétration de marché de l'Internet haute vitesse, puis tout ça, puis l'accessibilité de l'Internet haute vitesse partout, puis le coût... moins d'hébergement. Aujourd'hui, on a d'autres enjeux par rapport à ça, environnementaux, puis tout ça. Puis, les serveurs. Mais ça coûte rien, maintenant, d'héberger. Puis, tu peux avoir des tonnes, puis des tonnes de vidéos sur Google pour 10$ par mois. Là, je pense que tu peux avoir 2 TB de données. Là, ça n'a juste pas de bon sens. C'est incomparable à il y a 20 ans. Là, j'ai regardé la semaine dernière, c'est un exemple concret, là, mais j'étais allé au Best Buy, il me fallait un disque dur externe, un SSD. C'est mince de même, c'est gros de même. 1 TB. Mais au début, en 2002, d'avoir un serveur... Il fallait que tu aies tes propres serveurs avec tes propres disques durs, tes propres affaires. Ça coûtait cher. Puis, il n'y avait pas beaucoup de plateformes de vidéo streaming qui te permettaient d'uploader tes vidéos. Je pense que YouTube, c'était la première qui était solide, I guess. Puis même là... Je ne sais pas si au même moment, il y avait Vimeo aussi, qui était puis il y en avait un autre aussi français, là, je ne me souviens plus le nom, mais... Ouais, c'est... Mais... Fait que c'est un peu ça. Je comprends
pour comprendre un petit peu plus les jeunes qui ont entendu ce terme-là, right? Ouais. Puis il y avait aussi le bug de l'an 2000 avec les fameux ordinateurs. Ça a comme passé dans le beurre. Là. C'était très, très drôle quand mon père me racontait ça. Ça a peut-être un lien un petit peu, là, Sure. parce que, encore, mais il y a des entreprises qui ont fait beaucoup d'argent avec le bug de l'an 2000. Pour vendre... qui ont vendu des services pour se protéger contre ça, puis etc. Puis il y a des entreprises qui ont fait de fortune avec ça. Mais évidemment, si ça marche juste une fois l'an 2000, ça arrive une fois. C'est pas un modèle d'affaires qui est récurrent. Là, En plus, c'était basé sur... Je pense que ça n'a pas aidé la perception des gens parce que moi, je travaillais dans le fournisseur d'accès Internet en cette année-là, puis il y avait les sysadmins, il y avait les gens qui gèrent les serveurs, ils avaient resté... Le 31 décembre, il avait resté dans les salles de serveurs pour voir si ça n'allait pas crasher. Puis en fin de compte, il n'y a rien qui est arrivé. Il n'y a rien qui est arrivé. Le chiffre a juste augmenté. Puis tu sais, c'était facile à tester parce que tu pouvais juste changer la date sur le serveur puis tu allais bien voir si il plantait ou il plantait pas. Là, publicisé. C'est comme publicité, genre la fin du monde, mais en réalité, c'était pas justifiable. C'est un peu bizarre. Il y avait ceux qui avaient programmé les systèmes qui ne permettaient pas d'upgrader plus haut puis qui se fiaient juste aux derniers chiffres de l'année. Puis après ça, ça tombait à 0-0. Donc, c'était comme 100 ans plus tôt. C'est sûr que ça faisait des bugs. Là, ça pouvait créer des bugs. Mais les bons programmeurs qui avaient pensé, ils avaient juste à ils servaient des 4 chiffres, là, des 4 de 2000 au complet. Puis ça finissait là. C'était pas très compliqué. OK. Ben écoute, j'aimais ça. C'est un petit retour dans le passé. Je donne un petit contexte historique. Fast forward en 2025, Parcours 3, on est rendu où au niveau de votre clientèle, votre développement d'affaires, votre équipe? On va répondre à tout ça. Fait que pour commencer, votre offre de service, concrètement, ce qui est peut-être le plus demandé en ce moment, ce serait quoi? Ben là, le core de l'entreprise, maintenant, on est un intégrateur d'une solution qui s'appelle HubSpot, qui est un logiciel une plateforme CRM qui gère ou qui peut gérer aussi ton site web, marketing automatisé, tout ça, la gestion de relations clients là, en français. Ouais. Puis on compte les productions de site web qu'on fait avec HubSpot, c'est à peu près 65-70% de nos revenus. Là. Puis à peu près 6 ans, c'était zéro. Là. Il y a eu quand même une grande transition. Là, on est passé plus d'une agence numérique, agence marketing numérique à plus un intégrateur CRM. On est de moins en moins une agence. On offre encore des services d'agence marketing, mais c'est pas ce qu'on met de l'avant nécessairement. Beaucoup plus d'intégration. C'est fou parce que juste un CRM, la valeur ajoutée d'intégrer ça pour ton entreprise est incroyable. Puis justement, j'ai payé quelqu'un qui l'a fait et tout ça, Pascal Bastien de Voltix. Puis c'est incroyable, je veux dire, juste faire un track record de tes clients, faire des suivis, des contacts, des courriels automatisés. C'est un peu comme... Quand tu revois ça après, tu te dis « Hey, c'est quasiment basic, ça. J'aurais dû implanter ça dès le début. » D'envoyer des courriels manuellement pour certaines choses, des suivis. Tu sais, comme... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont encore là-dedans, là, à 100%, là, puis qui n'ont peut-être pas adopté ça. Non, effectivement. Il y a encore il y a encore pas juste des... la majorité des entreprises sont gérées par des entrepreneurs, mais il y a encore des entreprises d'un volume important qui n'ont pas de CRM. Qui font vraiment de l'argent, des grosses entreprises, des grosses équipes. On intègre des CRM, un CRM pour la première fois dans des compagnies qui sont 80 employés, là, qui ont une équipe de vente de 30 mais qui utilisent des fichiers Excel, puis tout ça. C'est pas ils n'en ont pas en réalité, mais c'est pas qu'ils n'ont pas zéro système de suivi de vente. Là. Ça, c'est faux. Là. Ouais. Il y a des gens aussi qui utilisent un CRM juste pour tracker leurs ventes. Aussi. Donc, tu peux tracker tes ventes avec un logiciel comptable. Tu n'as pas besoin nécessairement d'un CRM. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont zéro équipés, là, mais assurément, ils ne peuvent pas automatiser des trucs et tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux même sans CRM, tu peux quand même avoir des gains d'automatisation comme envoyer rédiger des courriels automatiques et tout ça. Là. Qu'est-ce qui explique, moi, ça me perturbe, des entreprises de ce niveau-là, justement, qui fonctionnent encore avec du Excel, qui est fonctionnel, mais qui est vraiment pas optimal. Mais tu sais, c'est quoi un peu le frein ou le blocage qu'ils ont à aller vers ces nouvelles technologies-là? Bien, d'après toi? C'est sûr que nous, je suis porté à avoir un certain jugement, là, mais je connais pas tous les cas de figure non plus, mais souvent, c'est qu'ils n'ont pas bien intégré un CRM. Donc, ils l'ont installé, mais ils l'ont pas personnalisé à leurs besoins. Puis, ils ont une fausse pensée que le CRM va leur faire perdre du temps au lieu plutôt de bien l'intégrer, puis que le CRM va leur faire sauver du temps, réduire les erreurs, les aider, dans le fond, à maximiser leur temps, et à mettre le temps surtout sur les ventes et non pas
des tâches. Du clerical, parce que les autres, ils pensent que c'est du clerical, mais tu sais, aujourd'hui, les CRM, ils peuvent loguer les CRM, tes courriels, tout ça, de façon, tu sais, tes contacts, tes compagnies, c'est tout automatique, là. Puis, tu sais, de toute façon, demander ta vente, il va falloir que ta close dans le système, il va falloir que ta rentre en production. Donc, si elle est déjà rentrée dans le CRM, ben c'est une tâche de moins que tu vas avoir à faire plus tard. Puis, si le CRM est bien intégré, ça ne devrait pas te prendre plus de temps. Au contraire, ça te fait sauver du temps. Donc, ceux qui ne le font pas, ou c'est, en fait, sûrement qu'il y en a aussi qui disent, ben on n'a pas le temps d'en intégrer un. On est trop occupé, puis tout ça. Ce qui est à moitié vrai, là. Ben, ce qui est vrai, en fait, qui est 100% vrai, mais s'ils veulent, à un moment donné, sauver du temps, il faut qu'ils prennent le temps de le faire. Il faut prendre le temps de s'arrêter, mais puis souvent, ben, peut-être ralentir, ces gens-là... disons, parce que tu ne t'arrêtes pas complètement parce que tu intègres un CRM, mais c'est sûr que tu vas ralentir un peu. Puis pendant ce temps-là, c'est peut-être du temps, effectivement, que tu ne pourras pas mettre sur des choses que tu considères plus urgentes, mais c'est pas nécessairement plus important. Il y a peut-être une peur aussi où tu une énergie que c'est lourd dans le learning curve d'apprendre un nouveau logiciel, puis d'implanter ça dans sa routine. Ça, c'est sûr que la peur du changement, réticence au changement, c'est un autre facteur. Là. Il y a oui, parce qu'on le voit, surtout chez des gens qui ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils utilisent la même affaire. Tout en fait ça. Puis là, il arrive une autre problématique, c'est que souvent, ils vont paramétrer puis ils vont personnaliser le CRM avec leur même vieille habitude. Puis là, ils vont chialer que le CRM ne répond pas nécessairement, mais c'est parce qu'il y a encore Tu l'utilises comme ton ancien logiciel, mais c'est pas le... Ouais, c'est ça. Tu l'as comme patenté là, pour que ça marche selon ta vieille méthode, mais parce que justement, ils ne veulent pas changer de méthode. Donc, souvent, ça... Mais tu sais, puis ça, c'était visible aussi, même quand on fait du développement. On faisait du développement logiciel avant, quand on redéveloppait du back-end, puis des outils de gestion d'entreprise, puis on leur faisait... Il y en avait là, qui ne voulaient tellement pas changer leur façon de faire qu'il fallait absolument qu'on le fasse exactement pareil comme c'était avant. Et là, tu te dis, mais... Puis là, souvent, il y a des raisons, parce que les technologies sont plus supportées, tout ça. Mais normalement, quand tu changes de système, c'est une opportunité aussi pour dire, ben on va changer un peu la façon de faire. Puis, mais il y a des gens qui veulent pas changer, mais c'est normal aussi. Là. C'est c'est ça, c'est le frein au changement, puis c'est normal. T'sais, l'humain, je pense qu'on s'adapte facilement, puis on rentre dans notre routine, dans la facilité. Tu dis, je connais à 100%, je suis à l'aise avec ça. Fait que, il y a un frein par rapport à ça. Ouais, il y en a qui pensent que leur force, puis ils n'ont pas tout à fait tort, que c'est la maîtrise de la plateforme qu'ils utilisent. Que là, si tu la changes, tout à coup, ils perdent leur... leur valeur, tu vois? Ben oui, parce que là, le nouveau système arrive, puis ils le connaissent pas, donc là... Ils sont déplacés, Mais tu sais, normalement, ta valeur n'est pas là. Ben non. Mais ta valeur n'est pas dans le logiciel, c'est aussi... Ben c'est pareil pour les technos. Il y a des programmeurs qui vont tenir peu, qui vont pas vouloir apprendre les nouvelles technos, puis qui sont très réticents aux nouvelles technologies qui rentrent, puis ils veulent pas que des nouvelles technologies rentrent parce qu'ils maîtrisent tellement l'ancienne que si c'est une nouvelle qui remplace l'ancienne, eux autres, ils sont plus dans le game. Là. À un moment donné, il faut qu'ils passent de l'autre côté, puis OK, il faut que j'en apprenne une nouvelle, ou... à un moment donné, mon temps va être fait, là, parce que les technologies ont fini par disparaître, mais du point de vue de l'entrepreneur, c'est intéressant parce que tu sauves peut-être des heures au niveau de l'employé, donc de l'argent, ou différentes tâches qui vont être séparées différemment, mais l'employé, justement, qui est habitué, justement, dans ses formules, va dire, ben non, ça va, je sais pas, il y a une learning curve, ma valeur n'est plus là. Mais en réalité, tu vas avoir, je pense, une mentalité de développement de croissance aussi dans l'entreprise. De dire, je veux innover aussi dans mon poste, apprendre des nouvelles choses, peut-être plus prendre de responsabilités, changer un peu par rapport à ça. Puis ça dépend aussi de ton âge dans l'entreprise, évidemment. Là. Mais je pense que c'est toutes des bonnes questions. Oui, vraiment. Mais ça, en même temps, il y a du monde, peu importe leur âge, ils sont réticents au changement. Réticents au changement. Là. Sure. Mais il semblerait qu'il y a une corrélation entre les deux. Mais tu sais, il faut y aller avec. Il faut pas y aller avec un préjugé par rapport à ça, parce qu'il y a des gens plus âgés qui n'ont pas de problème avec le changement, puis il y en a d'autres qui sont plus jeunes et qui ont des problèmes avec ça. C'est garder une curiosité puis une ouverture d'esprit. Faire un lien avec cette question-là, pour toi, dans ta définition, un client qui est parfait, ce serait quoi les critères que tu regardes? Parfait pour Parcours 3? Oui. Ou parfait pour en général? Pour Parcours toi, mais pour toi, je veux dire, c'est aligné avec tes valeurs. Ça doit être assez pas générique, mais général. Là, un client parfait, c'est quelqu'un qui est quand même qui est en mesure quand même d'avoir justement d'accepter le changement, là, qui va être ouvert à des suggestions, puis qui va être prêt à payer
la valeur que qu'il y ait un budget qui ça fait va, le sens. ouais, que ça va, tu sais, ça, à l'inverse, tu sais, un moins bon client, c'est quelqu'un qui va en demander toujours plus, mais il veut payer toujours moins, tu sais. Donc, c'est comme la corrélation entre les deux, la relation entre ces deux trucs-là qui fait que... Puis, tu sais, un bon client pour nous aussi, c'est un client qui a des besoins récurrents, là, qui revient. Ouais, ou tu sais, mettons, on a des business qui vont être des acquéreurs, qui vont acheter d'autres entreprises. Ouais. Puis là, ben, quand ils achètent une autre entreprise, il faut qu'ils fusionnent ou l'ancien CRM à l'empire, ça nous donne la job récurrente. Tu sais, puis un bon client, c'est celui-là que son besoin fit avec notre expertise. C'est souvent, on a tendance à vouloir servir n'importe qui. Puis là, t'es jack of all trades, tu acceptes n'importe quoi. Puis, tu sais, oui, c'est sûr. ça devient que... C'est un peu de notre faute de choisir des clients qui, dans le fond, ne sont pas des bons clients. Puis c'est rien contre eux. C'est nous autres qui les a acceptés puis qu'on n'aurait pas dû les prendre. Là, on est, à un moment donné, t'es prêt avec. Puis je pense... soit tu dois t'en séparer ou essayer de trouver une solution. Puis là, ben, c'est toi qui manges la claque au niveau des marges. Mais c'est sûr que des bons clients, c'est ceux-là qui comprennent aussi que des fois, il peut y avoir des imprévus dans des projets, puis qui sont parlables, qui sont capables d'avoir des discussions et de dire « Ouais, c'est vrai, tu as raison. » Puis là, ben des fois, ben je comprends, mais j'ai pas le budget. Je comprends, puis on va trouver une solution, on va faire des échanges, on va couper sur autre chose. T'sais. C'est des clients qui sont capables d'avoir des discussions honnêtes. Puis je peux comprendre certains clients qui disent ben on avait tel budget, puis là, je comprends qu'il y a un imprévu qu'on n'avait pas prévu puis qui n'était pas prévisible. C'est de la faute à personne dans un certain sens, ou c'est une faute commune. Mais j'ai pas le budget, là. Faut qu'on trouve une solution, faut que tu m'aides. Puis là, je suis comme, on peut t'aider, il n'y a pas de trouble. Là. On est capable de comprendre ça. Puis... Sure. Non, mais je pense que c'est un client aussi qui a une ouverture d'esprit. Ça t'étudie, puis ça, une petite parenthèse, ça peut être difficile, évidemment, quand on se lance en affaires des premières années, de dire c'est un contrat payant, mais comme je le sais que ça va être un client qui va être très picky, très demandant en énergie puis en temps. On les prenait quand même au début. OK. Fallait passer à travers. Même si notre petite tête, la petite voix dans notre tête nous disait ça va mal finir ou ça va être difficile, on les prenait quand même. Ça a-tu été bénéfique à long terme? Ben oui, sûrement que certains que oui, parce que en fait, à l'époque, c'était plus facile d'avoir de la business récurrente avec des clients parce qu'on continuait à les héberger, puis on continuait, il y a des projets de sites web qu'on a vraiment, on s'est vraiment planté, puis ça nous a coûté le double, puis on a perdu de l'argent carrément sur puis avec le temps, on a fait affaire avec eux 7, 8, 9 ans, 10 ans. J'en nommerai pas que certains, mais puis on a fini par se refaire dans un sens. Que quand une business, ça finit par survivre avec la rétention de sa clientèle, parce que si elle est toujours en train de récupérer des nouveaux clients, ça coûte très, très, très cher. Donc, puis ça ne va jamais finir par faire assez d'argent pour survivre. Là. C'est un modèle un peu... c'est un modèle très difficile parce que tes charges vont toujours augmenter, tes salaires vont augmenter, tout augmente. Il n'y a pas grand-chose qui baisse. Là. Puis si tu n'arrives pas à réduire ton coût d'acquisition, puis à un moment donné, tu vas frapper un mur. Là. Ça va être, tu vas faire de moins en moins d'argent. Puis en tant qu'entrepreneur, ça vient finir par être un peu chiant, là, je peux me permettre, parce que tu travailles super fort, ça fait plusieurs années. Au début, tu n'as pas de problème à gagner moins d'argent, mais au bout de 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, si tu donnes toujours pas plus d'argent, il y en a qui vont lâcher prise puis qui vont dire too bad. C'est pas assez payant ou je suis tanné de travailler, je sais pas, 60 heures semaine puis je pourrais faire plus d'argent ailleurs. Là, donc, c'est sûr que niveau coût d'acquisition de clients, c'est toujours plus rentable aussi d'entretenir une relation d'affaires. C'est d'avoir des clients, offrir peut-être des services récurrents ou des nouvelles propositions, des entretenir, plutôt que de faire de la prospection active. Fait que je suis curieux un petit peu votre stratégie de prospection, de vente. Comment ça s'est transféré dans le temps? C'est un mix des deux. Parce que le coût d'acquisition, il ne va pas nécessairement tant baisser que ça, mais il va baisser par rapport à tes revenus moyens. Tes revenus que tu vas aller chercher parce qu'il y a une partie de tes revenus où est-ce que ton coût d'acquisition est presque zéro parce que c'est déjà des clients acquis. Oui, exact. Qui donnent la business. Là. Donc, ton coût d'acquisition des nouveaux clients ou des références, mais ça, c'est un autre point important dans la discussion parce que pour avoir de la bonne... Une business de service, là, une grosse partie de sa business est reliée aux références puis aux bouche-à-oreille. Puis même si tu prospectes, nous autres, on a 2 vendeurs, on dirait sur le terrain, là, mais ils sont beaucoup aussi dans des terrains numériques, là, sur le web, tout ça, mais on participe aussi à des shows, du réseautage, tout ça. Mais si tu as un mauvais nom, une mauvaise réputation...
ça aide vraiment pas. Là. Puis l'inverse, par contre, ça aide dans... Tu sais, si le monde dit « Ah, ben oui, je connais ça par contre, j'ai entendu parler de vous autres, puis j'ai entendu parler de nous autres en bien. » On a pas mal plus de chances de closer un deal avec eux. Clairement. Là, tu sais, donc, c'est là aussi où c'est important, même quand ça va mal, d'avoir une bonne relation avec ton client, puis de livrer quand même le projet, même si tu le livres à perte. Parce que si tu as une bonne relation avec lui, ben il va te donner des bonnes références, puis il ne te fera pas mauvaise réputation. Et c'est ça tue. Là. C'est vraiment... ça arrive à tout le monde. Hein. Je ne peux pas dire que ça ne nous est jamais arrivé. On a des mandats sur lesquels on a... ça a été très difficile. Là. Puis, mais ça arrive, dans ce sens. Puis la majorité du temps, c'était pas mal de notre faute. Là. Puis ça arrive, on est tous confrontés à ça, évidemment, d'avoir des contrats, des fois que ça se passe vraiment pas comme on le pensait, les coûts, juste des erreurs. Fait que, comment tu abordes cette discussion-là à un client? Comment tu l'approches? Comment tu prépares ça? J'avoue que j'ai la chance, entre guillemets, de maintenant coacher puis manager du monde qui ont à le faire. Des fois, évidemment, ça revient dans ma cour puis je dois le faire. Là, mais je dois avouer que je n'étais pas tant habile que ça pour gérer ces choses-là parce que ça venait me chercher. Là, mais j'essaie, comme on disait tantôt, d'avoir une discussion honnête avec lui en disant, en tout cas avec la personne à qui on parle, là, de dire, on avait estimé tant pour le truc, mais on a oublié d'estimer tel ou tel truc. Puis, puis d'avoir, tu sais, ça, dire... Moi, ce que j'essaie de faire souvent, c'est, regarde, on ne s'estimera pas nécessairement, mais mettons, on a passé 200 heures de plus sur le projet, je te demande juste, tu sais, 10 %. On essaie de dire, on peut-tu avoir une entente au moins, où est-ce qu'on va limiter l'hémorragie, là, puis on va juste mettre encore, je sais pas, 200 heures sur ton projet, puis le reste, on va te le biller au COS ou quelque chose de même. Tu sais, j'essaie d'avoir un terrain d'entente qui fait qu'ils se mettent sur notre position, puis tu sais... c'est arrivé il y a peut-être 2-3 ans où on a eu des gros problèmes avec un client. J'ai dit, garde, si on met tous nos efforts, on met toute notre monde sur ton projet, on va finir par... on ne va pas nécessairement mourir, là, on va s'en sortir. Ouais, mais c'est fini. Mais là, c'est plate de se faire dire ça pour un client, mais il va falloir qu'on finance ton projet aussi. Donc, il faut qu'on en fasse d'autres pour qu'on puisse continuer de mettre du temps sur le tien parce que... qu'on survive aussi, nous autres, comme entreprise. Puis il y en a qui, la majorité du monde, ils comprennent. Là, c'est tous des humains, là, ils sont tous en affaires aussi. Mais ils ont des comptes à rendre, eux autres aussi. Puis ils ont des deadlines, puis ils ont des conseils d'administration. Puis tu sais, ils ont... C'est des discussions difficiles, t'as comme pas le choix d'aborder. Non, mais ce qu'on essaye de faire le plus souvent possible, c'est d'avoir des discussions le plus tôt possible quand on voit que ça commence à déraper. Parce que plus que tu attends, plus que tu montes la montagne, puis plus qu'elle va être longue à monter, elle va être difficile à monter après. Qu'il faut y aller par palier. Parce que sinon, tu es en train de monter un gros tas. Un bill, un projet aussi. Là, quand ils font dire ça, tout à coup, puis là, la montagne est énorme. Puis là, ils se disent, comment ça se fait que tu ne me l'as pas dit avant? Puis, c'est comme... puis là, c'est super tough émotivement d'en parler. Donc, émotionnellement, mais... C'est... on a beau dire de séparer le business du côté personnel ou de l'émotionnel, puis de ne pas ramener ça à la maison, par exemple, mais je veux dire... Peut-être tu pourras m'en parler, mais t'es rattaché à ça. C'est un peu comme ton bébé. Tu te dis, je peux pas. Ah, non, c'est bon, j'ai eu la discussion. On dort bien ce soir. C'est un peu. C'est vraiment étrange, ça. C'est dur à gérer. Là. Je suis ouvert à toutes sortes de suggestions et de recommandations là-dessus pour ceux qui écoutent. Mais des fois, ça peut aller super mal. Puis je suis pratiquement pas affecté personnellement. Puis ça va bien. Puis je dors bien. Parce que j'en ai vu d'autres. Là, j'en ai eu plein, des épreuves, tout ça. Puis à d'autres moments, c'est des affaires. Quand c'est l'ego qui est touché, je sais pas c'est quoi. Comme là, cette nuit à matin, puis hier soir, ça fait 2 soirs là, que j'ai de la misère à dormir. Puis c'est des niaiseries, là, dans le fond. C'est des affaires qui ne devraient pas m'empêcher de dormir. Mais quand même, tu sais. Ça tourne dans ta tête, puis ça te dérange, puis tu sais... Puis des fois, c'est des affaires qui sont bien plus graves, puis ça m'empêche pas de dormir. Mais il y a 20 ans, j'aurais pas dormi pendant 3 nuits. Là, c'est la ça. même affaire. Là, c'est comme que on s'améliore avec le temps. C'est pas les mêmes niveaux de problématiques, de situation. Fait que, non. Mais en même temps, moi, les moments les plus stressants de la business, c'est... Oui, les relations humaines, c'est stressant. Les disputes que tu peux avoir, les rachats d'associés, c'est tout ça, des actionnaires, c'est vraiment stressant. Mais quand tu es dans la marge de crédit puis tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de cash flow, ça, il n'y a rien de plus stressant que ça.
En plus des problèmes qui t'arrivent, tu as des affaires. Tu sais, quand tu as 7 000 $ de lousse dans ton compte de banque là, pour une business qui a, mettons, 1 million de chiffre d'affaires, puis tu es à ça de dépasser ta marge de crédit, puis qu'il t'arrive des problèmes, là, tes vois gros en tabarouette. Tes calculs en estime. Ils sont vraiment beaucoup plus... Ils sont pas mal plus difficiles à vivre. Là. Les mêmes problèmes quand tu as un demi-million dans ton compte de banque. Tu te remets tout le temps en disant j'ai le cash flow, j'ai l'argent, donc tu sais... Puis tu peux perdre 50 000 $ dans un mois, puis te dire, regarde, je pourrais te faire 10 mois avec ça, avec l'argent que j'ai. Donc, tu peux relativiser, puis dire, je vais m'en sortir, puis je ne laisserai pas ça aller pendant 10 mois, là, je suis pas fou, là. Je vais devoir faire des changements, ça va être difficile, mais je vais m'en sortir, là. C'est beaucoup plus facile quand tu as de l'argent dans le compte de banque. C'est clair, c'est moins lourd, juste psychologiquement, puis... C'est une autre situation aussi quand tu as des payrolls, tu as des gens aussi que tu dois absolument payer. Là. C'est ça. Puis je me demande, en fait, évidemment, la prochaine question, c'est vous êtes rendu à combien de personnel dans votre équipe, les collaborateurs, ça ressemble à quoi votre écosystème? Bien là, c'est sûr que le modèle a changé pas mal avec les années. Là. On sous-traite pas mal à l'international, on a des pigistes, on a toutes sortes de monde un peu partout. On est seulement 20 sur le payroll, mais on a 50% de chiffre d'affaires de plus qu'à une époque où est-ce qu'on était 30. Là. C'est bien différent. Là. On est capable de faire plus aussi maintenant que la technologie avec moins de monde, là, mais il y a une question aussi parce qu'on a passé par des phases difficiles où est-ce qu'on a trop embauché, on a dû laisser aller du monde, puis on essaie de pas trop embaucher. On fait l'erreur de temps en temps, mais pas autant qu'on a déjà fait dans le passé. Des fois, on embauche trop vite. Puis on est pris pour si la business ne monte pas, les revenus ne montent pas, mais on est pogné pour les mettre à pied, puis c'est plate. Là. Là, aujourd'hui, on est 20. Sur le payroll, on est 20. Nice. C'est quoi votre niveau hiérarchique, mais un petit peu les postes séparément? C'est quoi les tâches un petit peu qui sont dédiées à certains employés? Ça ressemble à quoi pour ça? On a deux vendeurs. J'ai un associé, Karim, qui est directeur service conseil, qui chapeaute toute l'équipe d'implémentation HubSpot et l'équipe marketing. Ils sont 5-6, là, comme 3 personnes à temps plein, 4 personnes intégrateurs HubSpot. On a 2 personnes contenu, analytique, SEO, tout ça. On a 5 programmeurs, je pense, avec le chef d'équipe. Il y en a un qui nous a quittés là, tout dernièrement, vendredi dernier. Là. On a une adjointe administrative pour l'entreprise, puis on a 3 chargés de projet. Excellent. J'ai dit les 2 designers au début. Je pense que c'est pas mal ça. C'est une belle... je sais pas si ça arrive à 20, mais c'était... En l'event, avec la personne qui a quitté vendredi, peut-être qu'on est 19. On était 21. On avait quelqu'un en marketing, on a dû laisser aller aussi. Puis, on se débrouille. Nice. Faire un jump là-dessus, votre stratégie marketing, ça ressemble à, pour Parcours 3. Évidemment, il y a l'effort du podcast qui aide pour ça, mais avez-vous une stratégie mise en place au niveau de peut-être de la publicité, du SEO, du contenu? Ça ressemble à quoi? Oui, depuis plusieurs années, on fait quand même beaucoup de contenu. Là. Avec l'intelligence artificielle, on en fait encore plus qu'on en faisait. Ça ne marche pas autant qu'on le souhaiterait. Là. Il y a depuis 2 ans, les visites par le SEO sont en baisse pour pas mal tout le monde. Là. À part quelques exceptions. Mais sinon, on sort quand même de plus en plus des outils d'intelligence artificielle, là, ChatGPT, tout ça. Mais notre effort, il va plus au-delà de ça. Là. On fait des webinaires. Normalement, on en fait à peu près 2 par 3 mois. Nice. On fait une infolette mensuellement. On participe à des trade shows. Je ne sais pas si on peut considérer ça du marketing. C'est plus peut-être du développement d'affaires, mais on participe à énormément d'activités de réseautage. On organise nos propres activités aussi, en présentiel, je parle, là, pas juste des webinaires. Donc, on recommence à commanditer des événements aussi. On a commandité un en septembre. Donc, on essaie d'être le plus visible possible. Puis, on publie quand même pas mal aussi sur LinkedIn. Moi, je publie personnellement, mais plusieurs des employés publient aussi. Ils ont des publications personnelles, puis des publications aussi de nos articles de blog, puis tout ça. Là. Des documents téléchargeables qu'on a. Les outils. On automatise tout ça avec HubSpot. Puis, tu sais, chaque représentant, les 2 représentants, puis moi, on envoie un email aussi. On a chacun notre audience dans HubSpot. Puis, on envoie aussi un email mensuel pour rester en contact avec notre base avec notre audience propre à nous. Là. Puis, en plus, on a l'audience complète qui reçoit notre infolette mensuellement. On a une couple d'automatisation en place aussi, des gens qui téléchargent tel ou tel document, qui visitent telle page, vont recevoir des communications de nous. Puis, c'est toujours curieux aussi de questionner les différentes entreprises aussi qui sont un petit peu plus implantées, à savoir,
où est-ce qu'on investit l'argent, mettons, surtout en marketing, qui est un petit peu difficile à tracker si on met, mettons, on n'inclut pas les publicités parce qu'on peut voir les chiffres là, par rapport à ça, mettez du contenu organique, que ce soit de la photo, de la vidéo, du texte, peu importe. C'est beaucoup plus long terme. Tu sais, de mon expérience, c'est rare que tu peux avoir des expériences de genre à court terme dans le premier mois, tu poses du contenu, puis tu es comme, OK, j'ai eu comme X nombre de clients de plus ou j'ai plus de traction sur mon site web, whatever. Mais c'est une game long terme, tu sais, puis c'est difficile à tracker, on dirait, j'ai l'impression. Oui, c'est un mythe de penser. Souvent, ils vont dire que tout est mesurable sur le web, là, mais c'est un peu faux. En fait c'est vrai, parce que c'est vrai que tout est mesurable, mais ça devient très compliqué. On appelle ça l'attribution, là. D'attribuer un lead à un canal spécifique puis à une action spécifique, c'est très difficile parce que la grande majorité des leads qui convertissent. Puis là, je parle pas des sites de commerce électronique, par exemple, que tu cherches de quoi, puis tu l'achètes aussitôt que tu l'as cherché, tu l'as trouvé, tu l'achètes. Là. Ça, c'est concret. Ça, tu peux le dire, OK, il est attribué à ma pub, parce que c'est clair, il l'a acheté. Mais tu sais, en B2B, puis en service professionnel, là, ça peut être 5, 6, 7. Tu sais, en moyenne, c'est 7 touches, je pense qu'ils disent, dans les statistiques. Donc, les 7 touches, en plus, peuvent être sur des canaux différents. Lequel a eu le plus d'impact que les autres, c'est très difficile à mesurer. Comme un amalgame de tout ça. On a eu un lead aujourd'hui d'un gars que je connais depuis des années, puis je l'ai vu dernièrement à un salon. Si je ne l'avais pas vu à ce salon-là, il aurait-tu pensé à moi aujourd'hui pour le projet? Peut-être pas, peut-être que oui. Même si j'y pose la question, il ne pourra peut-être même pas me répondre. T'sais. Il va dire oui, mais peut-être que non, peut-être qu'il n'aurait pas pensé, parce que là, je l'ai vu il y a à peine 3 mois, mais 4 mois, mais c'était pas le cas. Je ne sais pas. C'est sûr. Il est dans notre base de données, il reçoit nos trucs, il les lit-tu ou il les lit pas, il les voit-tu, il les voit-tu pas, je sais pas. Je n'ai pas été voir, là, mais sûrement qu'il les voit, il est dans... Mais écoute, c'est... c'est du travail long terme, puis ça peut être aussi niaiseux que tu as fait une première connexion physique dans une activité de réseautage, puis il oublie de toi. En même temps, ce que ça dit, c'est qu'il ne sous-estime pas tout ce que tu fais, parce que tout ça, c'est toutes des petites choses, puis c'est la somme des petites choses qui donnent des résultats, c'est pas une seule affaire. Parce que si tu penses, c'est notre infolette qui marche, on va tout mettre notre temps là-dessus, mais non, nous autres, mettons, à Google Ads, ça a marché pendant des mois, puis pendant ça s'est mis à plus marcher. Pourquoi? Les mondes sont-ils mis à moins chercher ça? Y a-tu de la concurrence qui est arrivée? Ou... Tout est possible. Exact. On ne sait pas trop, c'est une question de timing. Puis au début, il n'y avait peut-être pas grand monde qui était là pour ça. Puis au début, à début de la COVID, tout le monde cherchait à investir en techno, que ça marchait au bout. Puis après ça, en fait, en marketing numérique, ce qui arrive, c'est qu'il n'y en a pas de recette. Là. La recette, c'est d'essayer tout le temps quelque chose de nouveau. Relativement, là, je ne dis pas tout le temps quelque chose de nouveau, mais c'est d'innover. Puis avoir une partie de ce que tu fais, que c'est de l'expérimentation, sans investir des sommes astronomiques. Là. Ben oui. C'est d'y aller par petit peu, puis à chaque semaine, à chaque 2 semaines, tu essayes quelque chose, parce que tu sais pas qu'est-ce qui va marcher ou pas, puis ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas dans un mois, là, ou dans 2 mois. Ça change. Oui, t'es mieux de faire des tests, d'essayer dans différentes sphères, puis tu sais, comme, c'est pas vrai qu'il y a un template de marketing, une stratégie que tu dis tu vas utiliser pendant plus qu'1 an. Faut que tu innoves, faut que tu changes, ou adaptes ou ajoute des trucs, tout simplement. Tu vois, la seule chose, nous autres, qui marche depuis des années, au niveau de la visibilité là, que ça amène, pas nécessairement des leads que ça génère, mais la visibilité, c'est les entrevues qu'on fait avec les clients. Ça, c'est cool. La majorité du temps, ça fonctionne très bien. L'audience répond bien, quoi. Oui, les impressions qu'on va avoir, les likes, les repartages, tout ça, des entrevues qu'on fait, ça marche. Puis tu sais, c'est un bon exemple parce que c'est une idée qu'on a eue à un moment donné en rencontre marketing, puis quand on l'a eu, on ne pensait pas qu'elle était meilleure que les autres idées qu'on a eues avant. Là. On a juste dit, on va l'essayer. Que là, notre règle, c'est toujours... Il y a du monde qui dit, ça ne marchera pas, cette idée-là. C'est quoi? On va l'essayer quand même. Ça ne coûte pas une fortune. Là. On va l'essayer parce qu'on ne sait pas avant de l'essayer si ça marche ou ça ne marche pas. Comment tu dis que ça ne marche pas? Comment tu dis que ça ne va pas fonctionner dans le sens que je publie une vidéo qui va obtenir 30 000 vues versus je publie une vidéo qui va obtenir 200 vues, puis dans la vidéo de 200 vues, je vais avoir 3 clients. Dans la vidéo de 30 000 vues, je vais avoir aucun lead. Qui est le plus successful? Quelle vidéo? Quel effort? Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe aussi là-dedans, parce qu'en marketing, souvent, ce qu'on se fait dire, puis c'est vrai, c'est que c'est la constance qui finit par payer. Ta pub à la télé, ou peu importe, tu t'en mets juste une fois, puis ou tu fais une pub, mettons, dans la presse, puis tu as fait juste une fois, ça marche pas. Il aurait peut-être fallu que tu la fasses 8 fois pendant 8 semaines pour que ça marche. C'est le fait qu'on revoit. Il y a une question de constance aussi, donc,
Il y a ça qui rentre là-dedans. C'est pas facile. C'est pour ça que la recette n'est pas évidente, parce qu'en plus, elle est changeante. C'est pas une recette de gâteau qui marche tout le temps. Là. Non, exact. Même en pub, je veux dire, il faut que tu changes tes campagnes publicitaires aussi, Ouais, quand ça commence à s'essouffler. Puis tu changes les visuels, puis tes tourneurs, tes call to action qu'on appelle, puis tout ça. Là, ouais. On va switcher vers un autre sujet. Parlons un petit peu plus culture entreprise. Comment tu fais pour motiver tes troupes? Mais tu vois, mettons, une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe et tu vois vraiment qu'il y a des compétences, mettons, entrepreneuriales, qui a du leadership, qui veut montrer dans l'entreprise. Comment tu vas faire pour pousser cette personne-là vers ses ambitions, disons? Grosse question. Ouais, c'est une méchante bonne question, là. Ben, en fait, premièrement, il faut être capable de le voir, de valider aussi nos perceptions, à savoir si c'est vraiment ce que la personne, ce qu'elle veut faire. Mm-hmm. On va y permettre petit à petit de développer ces skills-là, là, ces compétences-là. Donc, on va l'amener à l'idée des rencontres, à prendre des initiatives, à y donner plus d'autonomie, à y faire confiance. Nous autres, on fait confiance aux gens jusqu'à preuve du contraire. Contrairement à d'autres qui vont pas faire confiance à personne jusqu'à preuve du contraire. Il faut que tu gagnes leur confiance. Là. Nous autres, on est peut-être un peu naïfs, mais on va faire confiance aux gens puis jusqu'à temps que ils nous trahissent ou qu'ils agissent. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire, ils trahissent dans le sens qu'ils font pas ce qu'ils voulaient faire ou... Oui, entre autres, Okay. C'est ça. On va leur laisser beaucoup d'autonomie. Ben, ça dépend toujours des corps de métier. Là. C'est sûr que des juniors, on va peut-être leur donner un petit peu moins d'autonomie, mais c'est encore drôle. Puis, on va laisser beaucoup d'autonomie aux gens. Puis, à un moment donné, il y en a qui malheureusement, ils en profitent peut-être ou ils sous-estiment... La rigueur, peut-être, de ça. Ouais, je sais pas. Il y a... Sure. On en voit de toutes les sortes. Il y en a qui surproduisent, puis il y en a d'autres que c'est un peu... Ils font le minimum, puis ils font ce qu'on leur demande, puis ils pensent que c'est Tu dirais que c'est pas mieux de surproduire, de over-deliver? C'est un petit peu dans cette optique-là, ou genre... Pas nécessairement. Là, ce que je dis, c'est juste que quand c'est compliqué parce que quand on essaie de pas trop surmener les gens, puis quand ils arrivent dans la compagnie, on essaie de pas leur en donner plus parce que là, ils vont stresser, puis tout ça. Puis quand tu stresses, ben tu performes moins bien, etc. Puis on essaie d'être là tout le temps pour leur dire, hey, on essaie de t'en donner tout le temps un peu plus. Dans un certain contexte, c'est pas grave si tu réussis pas à tout faire ça. Mais il y en a d'autres aussi que des fois, on va tomber dans le piège de pas leur en donner assez. Okay. Puis malheureusement, ils ne sont pas capables d'en faire plus que ce qu'on leur a donné, mais dans le fond, ils ont de la place. Là. Ils pourraient faire autre chose, mais ils pensent que vu qu'ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire, c'est assez. Okay. Ils n'ont pas l'instinct d'en faire plus que ça. Mais puis dans le sens, c'est correct aussi. Là. Je veux dire, tu peux pas... Oui, tu vas avoir développé le leadership, mais dans le sens, c'est pas tout le monde qui va être directeur, which is normal. Fait que chacun a un peu sa place aussi. Oui, c'est ça. C'est correct. T'en fous de toutes les sortes. C'était juste de façon... C'était juste des leaders dans l'entreprise qui veulent tout être... qui veulent tout décider de tout, ça ne fonctionnera pas. Tu as besoin de plusieurs types de personnes. 3%. Des fois, c'est un peu poche quand on reprend des mots de l'armée, tout ça, mais tu as besoin des lieutenants, mais tu as besoin des soldats aussi qui... Il n'y a pas juste du monde qui cale, allez-y à la guerre, allez-y, mais il n'y a personne qui veut y aller. Il y a personne qui veut. Tu vas pas mal... C'est sûr qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils... Il y en a que ça va faire bien leur affaire aussi d'y aller parce qu'ils veulent être sur le terrain, puis ils veulent de l'action. Là, oui, puis c'est poche parce que la société voit justement, mettons, les leaders comme... des gens qui sont mieux que, mettons, les soldats. T'sais, dans le sens, je pense que chacun... La valeur est la même. T'sais, dans le sens... oui. Tu peux être aussi accompli. Puis souvent, on comment je pourrais dire ça? Notre valeur... On estime notre valeur personnelle suite à notre travail, à combien d'argent qu'on fait, versus ce qu'on peut amener, mettons, notre impact, comment on redonne, qu'est-ce qu'on fait en dehors du travail. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus valuable. Là. Mais oui, fait que... Qu'est-ce que tu veux dire en dehors du travail? T'es qui en dehors du travail? Ouais, en dehors de ta job, tu fais quoi? T'es qui comme personne? Dans le sens où tu peux t'accomplir, puis j'encourage que tu sois accompli dans ton travail, puis que tu aimes ce que tu fais. Mais mis à part ça, quand tu retrouves ta femme, ton chum ou tes enfants à la maison, qu'est-ce que tu aimes faire, mis à part travailler? Puis des fois, ça peut être difficile de se poser cette question-là, genre, qu'est-ce que je fais dans mes temps libres? Est-ce que j'ai des passions? Comme... Oui, en tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours évident parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre business, là, puis on sent
je pense avec raison qu'on se réalise aussi là-dedans. Là, c'est une façon de... Puis quand tu es employé, c'est peut-être différent, mais je suis quand même reste convaincu qu'un entrepreneur peut se réaliser dans sa job. Ah, ben oui. Malgré que je conseille aux gens d'avoir une autre passion que l'entrepreneuriat. Ben, tant mieux s'ils sont passionnés d'entrepreneuriat. Je suis passionné d'entrepreneuriat, mais qui peuvent être aussi prendre du temps pour être... développer une autre passion. Là. Ouais. Moi, je me suis forcé à essayer de développer certaines passions. Je me suis déjà acheté un appareil photo, puis j'ai essayé de prendre des... Puis je m'en ai pas servi souvent. OK, bon. Ben, moins mais j'ai essayé, tu sais. Mais j'en ai d'autres, là, j'en ai des passions. Je sais pas si le jogging, ça peut être une passion, mais tu sais, j'adore aller jogger. Puis la cuisine, comme je disais tantôt, je pense avant l'entrevue, là, j'adore cuisiner. Ça m'aide énormément à défocusser de ma job, parce que quand tu fais la cuisine, je pense plus à la job, tu sais. La course, c'est encore drôle. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je cours, je pense encore au travail. Si j'écoute pas de musique, il roule pareil. Pendant 7-8 ans, j'ai couru sans musique. OK. Puis j'ai recommencé à courir avec de la musique. Là. Puis des fois, j'écoute même des livres audio en courant. Puis là, c'est sûr, ça me fait penser à la job. C'est souvent des livres audio de business. Là. mais c'est vrai. Sinon, tu sais... Sinon, quand je cours, mais en même temps, j'ai résolu plein de problèmes en courant. Là, j'ai trouvé plein de solutions. Mais c'est clair. Mais au moins, mon corps, ça y fait du bien. Puis tout ça, c'est sûr que... Puis ça me permet... des fois, je vais quand même réfléchir. Ça me permet de prendre du recul, dans le fond, bizarrement. 100%. Tu sais, comme... Ah non, c'est développé... C'est ça. Puis je suis curieux aussi, tu as pris l'exemple de pêcher aussi, mais ça fait du bien de déconnecter. Même si, mettons que tu es entrepreneur, c'est ta business, puis même si tu es parti dans le sud, puis tu es dans un environnement complètement différent, puis tu n'es pas supposé penser de la job, tu vas quand même si tu travailles pas dans ton... Tu reçois des courriels, des messages, whatever, mais où tu vas penser peut-être à « Ah, man, ce client-là, il faudrait que j'y propose ça. » Ou, tu sais, il y a des choses qu'on devrait améliorer. Tout ça. Le hamster roule... Il n'y a pas de switch off. Non. On peut se mettre des boundaries, peut-être, mais à un certain niveau, ça reste notre business. La seule façon de déconnecter réellement, là, c'est d'avoir de faire une activité qui te demande énormément de concentration. Tu sais. Sure. Ouais. C'est quelque chose, mais à la limite, même ça peut être des jeux vidéo parce que tu es full concentré sur ce que tu fais, puis tu déconnectes, là, tu ne penses plus au travail. Qui disait, mettons, juste du tir à l'arc, là, mettons, tu es tellement concentré sur la cible que tu ne penses pas à d'autres choses. Tu sais. Tous des sports aussi, tu sais, le ski, mettons, tu es tellement concentré où est-ce que tu vas. Faire de la course, mettons, de trail dans le bois, là, je te dis que tu es concentré où est-ce que tu mets tes pieds, là, parce que puis tu penses pas à ta job. Il y a des affaires, il y a des activités qui peuvent vraiment t'amener à déconnecter. Mais il y en a d'autres où est-ce que, en même temps, ce que tu dis, tu as raison, ça m'est arrivé plein de fois. Quand tu prends du recul, ça fait une couple de jours que tu es en congé, tu continues quand même à penser à la job, puis des fois, tu as des idées de génie, là. Littéralement. Parce que tu as pris du recul, puis là, tout à coup, ça devient simple. Là, c'est ton cerveau, il est libéré de tous les tracas du quotidien, puis là, tu as enfin l'esprit libre pour trouver des solutions. Souvent, les gens ils disent quand je suis au gym ou quand je prends ma douche, puis dernièrement, moi, ça a été, j'étais en train de tanker mon char, j'ai l'idée, j'ai la solution. C'est un peu niaiseux, mais c'est ça, c'est dans des situations quand tu te mets out there que tu peux développer des solutions, même des optimisations. Fait que je trouve ça, l'humain est fait spécial. Écoute, on arrive vers la fin de l'entrevue, Mathieu. J'ai toujours 2 dernières questions pour closer l'entrevue. La suivante étant ta vision de succès en affaires et en niveau personnel. Comment tu vois ça? Oui, tu sais, comme on avait parlé un petit peu avant, mais moi, le succès, c'est pas une question juste seulement de faire de l'argent. C'est sûr que si tu as besoin de faire de l'argent pour survivre, là, pour moi, c'est comme de l'essence que tu mets dans un véhicule pour arriver à une destination. Tu as besoin d'essence pour arriver, puis tu as besoin de toujours en remettre. Là. Mais le succès pour moi, en tout cas pour ma part, l'impact que je veux faire, ces autres, c'est leur permettre de se dépasser puis faire des choses qu'ils ne pensaient pas possible de faire. Qu'à tous les jours, j'essaye que pas tout le monde, je peux pas le faire tous les jours pour tout le monde, mais que certaines personnes à chaque jour, que je leur amène à s'améliorer puis à faire un peu plus que ce qu'ils pensaient qu'ils étaient capables de faire. Dans la journée ou dans leur vie, peu importe l'impact, il n'y a pas besoin d'être si gros que ça. Là, juste à chaque jour, un petit % d'une personne, là, c'est bien assez. Que, moi, ça a l'air super cliché, mais on veut faire grandir les gens. Là. On veut que chaque jour, la majorité des gens qui travaillent pour nous deviennent des meilleures personnes. Puis ça, pour nous, la business, c'est un véhicule pour arriver à ça.
C'est pour ça qu'on veut avoir plus de monde qui travaille pour nous, pour en faire grandir plus. C'est pas pour faire plus d'argent. Exact. On veut faire plus d'argent pour avoir plus de monde. Pour bénéficier les autres aussi, puis de bâtir l'entreprise de même. Puis on veut faire plus d'argent pour survivre, pour continuer de faire ça. Of course. C'est pas... Puis en fait, tu développes une richesse aussi pour tous les gens qui t'accompagnent là-dedans. Ouais. C'est quand même enrichissant. enrichissant. Je loin de dire que l'argent n'est pas important, là, et même indispensable. Oui, mais comment tu fais avec ça? C'est comment tu réutilises cet argent-là, ou pourquoi on l'a fait, ou... C'est un peu ça, et c'est intéressant. C'est un peu ça, oui. C'est sûr qu'une fois que tu en as fait, c'est plus facile à dire. Là. Oui, exact. Que l'argent, on voit souvent l'argent n'amène pas le bonheur, mais quand même, quand tu es en crisis mode et que tu as besoin, là, ça aide à louer l'esprit. Tu viens de dire, vous cherchez des nouveaux postes, vous cherchez toujours à embaucher. Qu'est-ce que vous recherchez en ce moment, mettons le plus critique, là? En ce moment, sérieusement, je pense qu'on cherche personne. OK. Mettons qu'il y a quelqu'un là qui... peut-être un poste de chargé là. De projet, mais pas de façon ultra urgente. Right. On garde l'œil ouvert. Peut-être un expert HubSpot aussi d'implémentation. On n'est pas loin de devoir en chercher un nouveau. Puis là-dessus, c'est tellement rare qu'on est toujours ouvert à parler avec des gens qui veulent faire ça. Là. Je comprends. C'est clair. All right, awesome. Dernière question. Oui. Ça fait un lien avec la dernière, évidemment. Si tu avais l'opportunité de parler à une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Je dirais de continuer de prendre des risques parce qu'au début, tu n'as rien à perdre, donc tu es capable de prendre plus de risques. Sure. Puis à un moment donné, tu deviens un peu plus confortable, puis tu as un peu plus peur parce que c'est facile à dire pour des gens, ils disent « Ah, tu prenais moins de risques, tout ça, mais c'est parce que tu as quelque chose à perdre, donc tu ne veux pas le perdre, tu veux pas... » Donc, je dirais continuer à prendre des risques, mais des risques calculés. C'est une fausse croyance de penser que les entrepreneurs... selon moi, là, c'est personnel, mais que les entrepreneurs sont des accros au risque, puis sont dépendants, tout ça. On est addict un petit peu à ça. Mais c'est pas ça. On a une bonne capacité de subir le stress, puis on a une bonne... j'oublie le terme, le nom, mais... Puis, de s'adapter, finalement. De s'adapter, résilience ouais. au risque, tout ça. Mais c'est une phase, il faut prendre des risques calculés. Là. Tu peux aller vraiment risquer beaucoup, mais pas au point. Il y en a qui sont prêts à prendre all-in, mais quand tu as des employés, tu as des salariés, tout ça, d'aller all-in, c'est un petit peu, c'est un peu fou. Là. C'est pas du gambling, l'entrepreneuriat. Là, non, c'est des risques calculés. Oui, c'est ça. Des fois, tu peux te tromper, évidemment. Là. Tout le monde se faut demander dans ses calculs. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que des fois, tu vois qu'il y a tellement de risques. Je l'ai déjà vécu, là, il peut arriver plusieurs bad luck en même temps. Le marché, les faillites de clients, les départs d'employés, tout peut s'imbriquer, là, puis tout arrive en même temps. Là. Ça arrive. Même si tu ne sais pas, quand ça va arriver, ça va probablement arriver. Fait que tu te prépares à guess en conséquence, ou tu te fais le fameux fonds d'urgence aussi, qui est quand même pratique. Tu te fais un petit coussin. Nice. Puis un plan de match, évidemment. Mathieu, ça a été vraiment un plaisir pour vrai. J'ai vraiment aimé mon entrevue avec toi, ma discussion. J'ai appris beaucoup sur toi. Puis je me demande, toi, ton expérience par rapport au podcast, comment tu as aimé ça? J'ai aimé ça. On ne sait jamais à quoi s'attendre, vers où ça va s'en aller, tout ça. Mais je me demandais si on allait meubler l'heure au complet. En même temps, je n'étais pas trop inquiet, mais j'aime toujours ça. C'est sûr que c'est toujours intéressant de parler de son histoire, puis l'entrepreneuriat, puis tout ça. J'aime ça questionner, oui, sur la business, vos services, mais genre, la personne, qui elle est, c'est quoi sa vision, son mindset, un peu comment elle voit la vie, l'entrepreneuriat. Fait que c'est toujours un plaisir. Puis évidemment, je fais toujours un part 2 dans 6 mois avec mes invités. Ça serait cool, j'ai encore des choses à dire. Non, mais 100%. Puis j'essaie de respecter ça un cadre de 1 heure. Il y a des choses qu'on n'a pas parlé que j'aimerais aimer ça, mais regarde. Puis comme 2 fois par année, c'est le fun parce que ça donne du jeu pour les nouveautés. Ça nous amène, je pense, au mois de janvier. Fait que là, ça va être le KPIs, les nouveaux objectifs. Fait que t'es toujours le bienvenu au studio. Oui, ça va être bon. Merci, mon cher. Ça fait plaisir. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin.
Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton intention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.